À tous. Merci de venir voir notre petit meet-up. C'est Sphère qui héberge. Normalement, on fait ça à l'agence, mais avec les conditions, on fera ça par visio. Excusez-moi de... Talksphere, c'est à peu près 600 développeurs avec une belle croissance. On est maintenant répartis sur 6 agences. Aujourd'hui, c'est l'agence de Lille qui organise, mais ce sont des événements qui sont au niveau groupe. Donc, on se retrouve aussi à Nantes, à Paris, au Luxembourg, à Strasbourg et à Bordeaux. On a une forte appétence dans ce qui est formation et partage. Par exemple, ce qu'on fait par an, c'est à peu près former 4000 personnes. Pour ça, on a un format qui s'appelle les Sphere Institute. Et dans ces formats, en fait, on va décliner nos offres de formation avec notre catalogue qu'on construit, mais aussi les formations Google, donc tout ce qui est GCP, et les formations Linux Partner. Donc, on a des traîneurs, en fait, à chaque fois dans ces différents cursus. Aujourd'hui, on est content de recevoir Snowflake en la personne d'Hugo, qui va nous montrer un petit peu ce qu'est la plateforme et comment on va pouvoir l'utiliser pour nos data lake et nos data warehouse. Je te laisse la main, du coup, Hugo. Merci beaucoup, Aurélien. Alors, je vais partager mon écran maintenant avec vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas pour le moment. Voilà. Et maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Donc, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui pour ce meet-up. Donc, je suis Hugo Vogt, je suis Sales Engineer ou ingénieur commercial chez Snowflake. Snowflake, c'est une cloud data platform. L'idée du meet-up d'aujourd'hui, c'est que je vous présente la plateforme, disons, dans ses usages, mais aussi d'un point de vue technique. Donc, je vais vous épargner la présentation commerciale et plutôt se concentrer sur comment elle peut vous servir et en quoi elle se différencie des autres acteurs du marché. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais commencer donc par vous introduire ce que c'est qu'une cloud data platform et ensuite vous partager quelques mots sur l'architecture, les différents usages de cette plateforme, ainsi que vous montrer la plateforme concrètement lors d'une rapide démo. Donc, ça devrait durer à peu près 40 minutes. Pendant ces 40 minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et je tâcherai d'y répondre à la fin de cette présentation. Donc, elle sera aussi enregistrée pour ceux qui ne peuvent pas y assister dans son intégralité. Il me semble que voilà, vous pourrez facilement y accéder depuis un lien à la suite de cet enregistrement. Voilà. Donc, qu'est-ce que la Cloud Data Platform Snowflake? Eh bien, avant de vous dire ce qu'elle fait et qui elle est, j'aimerais partager avec vous quelques grands changements qui l'ont motivée en fait dans sa création. Donc, ça peut paraître un peu ça fait un peu le pitch tarte à la crème, mais en l'occurrence, c'est-à-dire très généraliste, mais en l'occurrence, c'est vraiment les trois grands changements qui ont motivé la création de cette plateforme. Le premier, c'est l'adoption du cloud. Selon Gartner et d'autres analystes, disent que d'ici 2022, presque 70% des entreprises auront migré tous leurs données dans le cloud. Donc, on voit qu'il y a un réel basculement. Pourquoi est-ce que les compagnies s'intéressent au cloud? Bien simplement parce qu'il y a une puissance de calcul et une capacité de stockage presque illimitée et sur demande. Donc, ce qui est extrêmement intéressant en comparaison au système on-premise traditionnel. Le deuxième changement, c'est l'explosion du volume de données. On parle de big data, mais d'ailleurs aujourd'hui on dit même plus big data parce qu'en fait toutes les datas sont big entre guillemets. Notamment avec l'explosion de l'IoT, donc des objets connectés, des données qui viennent des réseaux sociaux, des données qui viennent des systèmes, et plus globalement finalement du monde digital dans lequel on vit. Le troisième changement, c'est finalement que l'analyse de données, l'utilisation de ces données, n'est plus seulement l'apanage d'un groupe d'élite de data analysts ou d'ingénieurs, mais doit être à la portée de tous les utilisateurs métiers ont envie d'avoir leur dashboard ou pouvoir utiliser les données. Et plus seulement, donc, par exemple, des data analysts ou data engineers ou
ou autres. Donc, il y a une multiplicité des consommateurs de cette donnée. De ces 3 changements, on a vraiment voulu créer une plateforme qui puisse répondre à ces besoins et tirer donc parti de ce changement qui est le cloud, donc en répondant aux besoins de ses utilisateurs. Dans 3 buts assez précis, 3 objectifs, qui sont de fournir des données plus rapidement et plus précises dans le cadre de la prise de décision, plutôt que de, disons, naviguer à vue. Le deuxième, c'est de réduire le coût des écosystèmes existants. On a vu qu'à travers les années, il y a une multiplicité des systèmes, donc des silos dans l'entreprise, qui incluent une augmentation faramineuse des coûts qui y sont associés. Et la troisième, c'est simplement d'offrir une expérience client qui soit de meilleure qualité. Dans un but, par exemple, d'augmenter les revenus qui pourraient être associés. Alors, si vous avez une question, parce que j'entends le son d'un micro, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Comme je vous le disais, je la prendrai à la fin de ce petit meet-up. Donc, de ces changements, on a voulu donc en tirer tous les bénéfices, et c'est pour cette raison qu'on a conçu une plateforme sur laquelle va reposer tous les usages de la donnée. Vous voyez ici, voilà, pour citer les grands usages de la donnée d'aujourd'hui, de l'analytics classique avec le data warehouse, au data lake, la création de pipelines de données, data engineering, le partage de données, les applications et les data science, donc pour créer de la valeur à partir de données brutes, encore davantage. Ils reposent tous sur une seule et même plateforme, contrairement à ce qu'on peut voir d'ailleurs dans beaucoup encore d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de bases de données distinctes et donc de silos de données. Donc ça, c'est vraiment le grand changement, ce socle unique. Ce qui reste toujours valable, c'est les sources de données. Donc toutes ces sources, elles sont toujours là, et donc toutes ces sources ainsi que les différentes transformations qui sont à effectuer sur ces données, elles sont toujours là, et elles peuvent toutes être basées sur cette seule et unique plateforme. De la même façon, les consommateurs de données, donc on disait qu'ils étaient de plus en plus nombreux et divers, peuvent tous tirer parti de ces données-là en les tirant d'une seule et même plateforme. Cela peut être effectué à échelle, ou plutôt at scale, comme on dit en anglais, c'est-à-dire dans le volume qui est celui du big data, celui du nombre important de consommateurs, grâce justement à cette élasticité du cloud, qui peut être cloud Google Cloud pour Google, AWS pour Amazon, Azure pour Microsoft. Quels sont les 3 grands bénéfices de cette plateforme? La première, c'est que du fait que vous ayez uniformisé tous les silos de données en une seule et même plateforme data sur laquelle toutes les données vont reposer, eh bien, vous n'avez plus qu'une seule copie des données pour autant de ce qu'on appelle de workload ou d'utilisation que vous voudrez avoir en pratique. La deuxième, c'est, encore une fois, en ayant une seule et même plateforme, vous bénéficiez aussi d'un accès sécurisé et gouverné, facilité. La troisième, c'est que cette plateforme, cette cloud data platform, contrairement à beaucoup d'autres outils traditionnels qui sont fournis en tant que IaaS ou PaaS, donc infrastructure as a service ou plateforme as a service, la cloud data platform, c'est un SaaS, donc c'est un service complètement managé. Vous avez simplement à consommer ce service, c'est-à-dire y mettre vos données et les charger et les extraire, et vous n'avez pas à vous soucier de toute l'administration autour de cette base. Donc cette base, et comment est-ce que finalement on permet ces 3 grands bénéfices? C'est grâce à cette architecture qui lui est unique et qui s'appelle multi-cluster shared data. Un mot sur les quelques usages qu'on évoquait juste avant. Donc initialement, en fait, comme l'a été cité précédemment, Snowflake, à la base, c'était vraiment un data warehouse, c'était un entrepôt de données pour effectuer des analytics. Mais on s'est élargi justement dans notre usage, simplement parce qu'on a vu que nos clients utilisaient notre outil à des fins bien plus diverses que ce pourquoi on l'avait imaginé à la base. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que notre outil Snowflake, la Cloud Data Platform, est utilisé aussi bien pour les analytics que pour construire des pipelines de données,
que pour rassembler l'ensemble des données que vous avez dans l'entreprise, pas seulement celles qui sont structurées et analysables. Donc aussi pour récolter vos use case data lake, pour construire des applications dans le but d'effectuer des analyses de données, de partager les données de façon sécurisée et contrôlée, et puis d'entraîner par exemple des algorithmes de machine learning pour inférer des informations à partir de ces données. Quelques mots sur l'architecture de cette Cloud Data Platform et ses usages. Donc, nos fondateurs, en fait, deux Français, ont travaillé pendant à peu près 25 ans chez Oracle. Et donc, ils ont pu voir un peu l'évolution des différentes architectures traditionnelles. Donc, ils ont vu, par exemple, que les architectures type shared disk, essentiellement les outils on-premise, pouvaient être assez performants pour des opérations successives d'analyse. Le problème avec les opérations shared disk, enfin les systèmes type shared disk, c'est que l'IO, donc ces opérations d'input-output au sein du disque, était concrètement le goulot d'étranglement. Donc, si vous faites deux opérations simultanées sur un même disque, eh bien, celle-ci risque d'être soit retardée, soit vous risquez de perdre en performance. Donc ça, c'était un des problèmes majeurs du shared disk. Voilà, pour citer que celui-là. Ensuite, on a vu une autre architecture appelée Shared Nothing, et c'est vraiment celle qui est à la base de beaucoup de plateformes cloud, de data warehouse, aujourd'hui disponibles. Et cette architecture-là, en fait, elle permettait de pouvoir faire des opérations concurrentes, c'est-à-dire des opérations simultanées, pouvoir faire en même temps de la BI et, par exemple, de data science sur les mêmes données. Tout simplement parce qu'on on copiait les données entre plusieurs disques qui étaient donc parallélisés. Le problème avec cette architecture-là, c'est qu'en fait, ça demande une administration et une certaine connaissance pour pouvoir optimiser les requêtes. Donc, on parle de gestion de la distribution, d'indexing, et tout ça, finalement, doit être effectué en permanence au fur et à mesure où les besoins métiers, c'est-à-dire le besoin des informations qui doivent être extraites et des informations qui rentrent, changent à travers le temps. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on décidé de réaliser ces deux Français à l'époque, il y a un peu plus il y a 7 ans maintenant, c'est de prendre le meilleur du shared disk et du shared nothing et de construire une nouvelle architecture donc, qui s'appelle multi-cluster shared data dans le cloud et seulement pour le cloud, natif du cloud. Et donc, ça permet entre autres d'offrir une élasticité instantanée. Ça veut dire de pouvoir tirer la puissance de calcul que vous voulez et de façon instantanée, de pouvoir faire grossir ou rapetissir vos clusters de calcul, de bénéficier d'une sécurité, d'une protection des données intégrée et par exemple, d'éviter tous les aspects de copie et de backup liés, par exemple, aux problématiques shared nothing. Cette architecture-là, si je devais la décrire assez brièvement, elle se compose de 3 couches. La première, c'est la couche de stockage, où en fait toutes les données sont centralisées. Donc, vous avez un seul endroit dans lequel toutes les données se recoupent. Ces données-là, elles tirent parti du stockage objet des fournisseurs cloud. Elles sont organisées sous forme de colonnes et de micro-partitions pour optimiser la façon dont les données sont récupérées et stockées. Elles sont aussi compressées avec un format propriétaire qui nous permet d'optimiser finalement le volume de données que vous stockez sur cette base. Ensuite, cette base de données, d'ailleurs, qui au passage est ACID compliant, donc qui respecte toutes les mesures d'intégrité, de disponibilité d'une base de données moderne, eh bien, elle est complètement décorrélée, elle est isolée de cette couche supérieure ici que vous voyez, qui est la couche de compute, donc la couche de calcul, qui est le moteur finalement qui va permettre d'animer tous ces workloads et tous ces usages qu'on évoquait auparavant, donc la BI, la data science, le data engineering ou autre. Et donc cette couche-là, elle est donc complètement isolée du stockage.
Mais chacun des workloads, c'est-à-dire des utilisations de la donnée, vont être aussi isolées les unes des autres. Donc cette isolation du compute, du stockage, et du compute, du compute, c'est vraiment deux points uniques à cette plateforme, à cette cloud de ta plateforme, et qui lui permettent justement de fournir une performance, quel que soit le volume donné, quel que soit le nombre d'accès concurrents, ça veut dire de demandes simultanées qui peuvent avoir lieu. Chacun de ces workloads, vous voyez petit encart ici avec une roue crantée, va être géré dans ce qu'on appelle un virtual data warehouse. Ça va être vraiment ce groupement de nœuds de calcul qui va être utilisé à un usage précis. Ensuite, la troisième couche, c'est la couche de service. C'est vraiment l'intelligence de la plateforme, qui est celle qui va comprendre toutes les opérations qui ont lieu, qui va pouvoir optimiser les transactions, et qui va pouvoir gérer l'organisation de toutes ces micro-partitions, les retenir, pouvoir assurer notamment ce que j'évoquais, l'intégrité de ces transactions, donc le fait que ce soit une base ACID compliant, mais aussi gérer tous les aspects sécurité, accès, voilà, Role-Based Access Control, RBAC, dans la plateforme. Ces trois couches-là, elles reposent, comme vous l'avez compris maintenant, sur le cloud provider de votre choix, que ce soit Google, AWS ou Azure, et dans la région de votre choix. Je passe ensuite à quelques usages un peu plus concrets de cette plateforme. Comment est-ce que cette architecture unique peut être mise en œuvre et comment est-ce qu'elle peut vous servir concrètement en pratique. Donc, la première, ça peut être par exemple pour charger des données. Quel que soit le format de données que vous avez aujourd'hui, donc structuré, semi-structuré, eh vous pouvez les charger dans cette cloud data platform. Le fait est que vous n'avez pas besoin d'effectuer de transformation si ces données sont semi-structurées, contrairement à beaucoup d'autres plateformes traditionnelles. Et donc, pour effectuer ce chargement, vous allez utiliser un donc virtual data warehouse de la taille de votre choix. Et quand je dis taille, c'est puissance de calcul. Pour simplifier le choix de cette puissance de calcul, plutôt que de parler en nombre de nœuds, de CPU, eh bien, on parle ici en taille de t-shirt. C'est très simple. XS, vous avez un nœud de calcul. S, vous en avez 2. L, vous en avez 4, et ainsi de suite. Jusqu'à 4XL. Donc, vous allez avoir un CPU pour le chargement. En parallèle, si vous voulez effectuer la transformation sur un outil externe grâce à notre écosystème d'intégration ou alors sur Snowflake, eh bien, vous allez créer un autre Virtual Data Warehouse d'une taille, encore une fois, qui sera appropriée à la performance que vous cherchez à avoir pour ce workload spécifique. Donc ici, par exemple, S. Un troisième pour une application de finance qui va faire la réconciliation des comptes, par exemple, qui va cruncher énormément de données, donc on va avoir besoin d'un cluster de calcul de taille plus importante. Un autre encore pour effectuer la data science. Un autre encore pour effectuer nos analyses reporting marketing, par exemple, notre BI. Et par exemple, le jour où vous avez un job important à effectuer en data science, ça veut dire que vous avez tout d'un coup un volume de données qui est plus important, ou alors des contraintes de résultats dans une fenêtre de temps plus réduite, vous avez besoin d'augmenter votre puissance de calcul, mais plutôt que de devoir regarder dans votre licence si c'est possible, ou d'avoir le prévoir très longtemps à l'avance, par exemple dans le cadre du provisioning des ressources, eh bien, avec la cloud data platform, vous pouvez en un clic scale up, donc augmenter la taille de ce warehouse-là, pour pouvoir fournir la performance dont vous avez besoin à un moment précis. Et puis, quand dans d'autres cas d'usage, type BI, vous avez un grand nombre d'utilisateurs qui, tout d'un coup, vont tous charger leur dashboard au même moment, typiquement le lundi matin quand tout le monde arrive au bureau, ou alors voilà, par exemple pour les acteurs de retail, les soldes, voilà, il y a des moments où il y a plus de données, où il y a plus de consommateurs au bout de la chaîne. Eh bien, pour fournir cette même performance, la plateforme Snowflake offre aussi, en plus de cette scalabilité ou élasticité verticale, comme on l'a vu ici avec ce data
ce use case data science, elle offre aussi une élasticité horizontale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dupliquer ces clusters de calcul afin que l'ensemble des utilisateurs de BI, qui soient donc non plus 1, mais 100, 200, 1000, etc., puissent tous avoir cette même performance à l'accès à la donnée. Et puis, quand ce job, par exemple, de data science est terminé, eh bien, vous pouvez tout simplement couper ou arrêter ce Virtual Data Warehouse instantanément pour ne consommer de la puissance de calcul, de consommer seulement la puissance de calcul que vous utilisez, et pas payer en permanence alors que finalement, vous l'utilisez qu'une partie du temps. Un autre workload que vous pouvez effectuer sur la plateforme, c'est donc le data sharing, le partage d'informations. Donc, on a développé des technologies qui vous permettent de partager les informations de façon contrôlée et sécurisée en interne ou alors en externe, sans avoir, par exemple, à extraire les données ou les manipuler et finalement perdre la visibilité quand celles-ci sont dans les mains de ce tiers parti. Enfin, le dernier use case que je vais évoquer ici avant de passer à la démo, c'est tous les aspects de DevOps, de mise en production, gestion des environnements de développement. Bien souvent, ça nécessite d'avoir disons, un data engineer extrêmement impliqué dans ces opérations-là pour effectuer des backups, gérer tout simplement les offsets, les différences entre la production, le backup. Disons, ça nécessite une logistique technique importante. Et donc, pour faciliter ces opérations, dans un cloud data platform, ici, il ne s'agit plus de faire de backup, on fait simplement des clones qui vous permettent de récupérer des informations d'un environnement, par exemple d'une base de données, et de pouvoir les utiliser dans un cadre de développement ou de test. Donc, c'est vraiment des opérations qui sont simplifiées de façon assez considérable. Voilà pour les différents usages fonctionnels de la plateforme, pour n'évoquer que cela. Et je vais maintenant passer à la démonstration. Mais avant ça, je vais juste voir un petit peu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un mot dans le chat. Donc, pour cette démonstration, je vais utiliser des données qui sont en libre usage, qui viennent de Citybike, qui est un peu le Vélib new-yorkais pour les Parisiens ou le V-Lille pour les Lillois, pour ne citer que eux, et qui constituait de 92 millions d'enregistrements de trips, donc c'est-à-dire de trajets d'une station à une autre, qu'on a donc récolté, mais aussi des informations sur les stations et sur les programmes. Donc les programmes, c'est les abonnements, concrètement, qui sont utilisés pour effectuer ces trajets. Ces données, elles traversent, elles datent de 2013 jusqu'à 2019. Donc on a à peu près 6 ans de données stockées ici, qui représentent donc ces 92 millions d'enregistrements. En plus de ça, on va aussi utiliser des données de météo qui ne sont pas des données structurées comme les données des trajets, mais ici des données semi-structurées et qui vont permettre de compléter les analyses et qui représentent ici 110 millions d'enregistrements de 2016 à 2019. Alors j'entends le micro de quelqu'un. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Donc, pour commencer cette démo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la peau d'un administrateur de données ou d'un data analyst, si je puis dire, de chez Citybike, donc de chez Vélib ou Vélil, vous avez compris, qui va vouloir charger des données et les vérifier, les manipuler et les préparer afin de les mettre à disposition de sa collègue analyste qui va vouloir simplement, à partir de son outil de BI, comprendre les données, essayer de comprendre certaines tendances et de les expliquer. Donc, ce que je vais mettre en lumière ici, c'est l'isolation des workloads, donc cette architecture, cette séparation du stockage et du calcul, qu'on évoquait tout à l'heure, la facilité de charger les données, la scalabilité verticale et la compatibilité de la plateforme avec des outils de BI, mais aussi des outils de d'ETL, par exemple. Donc, si vous voyez toujours mon écran,
Eh bien, là, j'ai basculé sur la plateforme Snowflake. Alors, attendez, je vais vérifier que je suis toujours connecté. Je vais plutôt me déconnecter. Alors, cette plateforme-là, vous pouvez très facilement y accéder depuis un URL. Donc, en fait, où vous soyez, vous avez simplement un URL qui est dédié à votre environnement. Vous avez votre username et votre password. Voilà, si je m'en souviens. Et donc, vous pouvez accéder à votre plateforme. Ici, je me suis connecté encore une fois dans ce rôle d'administrateur de base de données. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est charger les données. Avant de charger les données, je vais faire juste un rapide tour de la plateforme. Donc là, vous trouvez les worksheets. C'est là où vous allez pouvoir finalement écrire votre SQL pour interagir avec le système. Mais ce n'est pas le seul moyen d'interagir avec le système. Vous pouvez le faire via un langage propriétaire depuis votre terminal de commande. Vous pouvez le faire aussi via des systèmes externes ou utiliser, encapsuler du SQL dans d'autres langages de programmation. Vous pouvez aussi interagir avec Snowflake via nos connecteurs. Donc, on a Partner Connect, ainsi que des connecteurs JDBC, ODBC et autres. Alors, j'ai l'impression que OnePassword, voilà, a envie d'avoir mon attention. Donc, cet outil reprend un peu les features classiques d'une cloud data platform et qui vous sont certainement familiers. Donc, vous avez les bases de données ici. Une base de données, vous avez des tables. Dans une base de données, vous avez aussi des vues, des schémas, des stages. Voilà, vous avez quelques exemples ici. À côté de ça, vous avez les warehouses. Donc, les warehouses, comme on l'a dit précédemment, c'est les puissances de calcul. Vous avez des warehouses qui sont utilisés par usage, autant que vous le souhaitez. Et puis, donc, le worksheet pour interagir avec la plateforme. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais, dans le cadre de cette analyse, lancer le contexte. C'est-à-dire que tout simplement, je vais vouloir créer un warehouse pour pouvoir effectuer mes analyses et puis sélectionner ma base de données. Donc là, je vais run ces différentes requêtes SQL. Ce que je vais faire, c'est que je vais, donc là, juste avec ces deux queries-là, je vais créer donc, un warehouse qui va être mon warehouse de chargement que je vais appeler load et qui aura une taille small et utiliser la base de données CityBike. Donc là, en juste une requête, directement, j'ai à ma disposition pour effectuer mes calculs un moteur de calcul, donc un warehouse d'une taille S. Donc là, et ceci en 44 millisecondes. Ensuite, donc on a, dans le cas de ce projet, déjà chargé en fait les tables stations et programmes sur cette base de données, comme vous voyez ici. En revanche, on n'a pas chargé les données sur les trajets. Elles sont en fait stockées sur un S3 d'Amazon, qui, quand je dis elles, ce sont des fichiers CSV qui sont stockés et qu'on va donc utiliser pour charger les données dans Snowflake. Donc, pour charger les données, on va tout d'abord vouloir créer une table. Mais ici, comme vous voyez, il n'y a pas besoin de fournir davantage d'informations à la plateforme que simplement dire le format des différents champs. Vous n'avez pas besoin d'effectuer de l'indexing, du partitioning, de gérer la distribution. C'est vraiment extrêmement simple. Le chargement, c'est pour l'effectuer, vous utilisez une fonction propre à Snowflake qui est le copy into. Là, on va prendre les données d'une année et les mettre dans cette table triple qu'on vient de créer en utilisant donc notre warehouse de taille S. Donc là, on va voir que en seulement quelques secondes, donc ici 9 secondes, on aura chargé toutes les données de l'année 2019 dans la table triple. Et ceci, donc, ça représente à peu près 20 millions de lignes. Donc 20 millions de lignes de données structurées chargées en seulement 9 secondes avec un cluster de taille extrêmement modeste, de taille S. Ça, c'est déjà, disons, un point qui permet de montrer la performance assez remarquable de la plateforme pour cet usage.
Ensuite, on va finalement la réalité pour John, c'est qu'il n'y a pas seulement des données d'une année, mais il y a 6 années de données. Donc, on pourrait se dire, on pourrait utiliser le même warehouse, donc taille S, pour charger les données, qui prendra donc 6 fois à peu près 10 secondes, 1 minute. Sauf que peut-être que John n'a pas le temps finalement d'attendre 1 minute, donc il va scale up le warehouse. Ici, j'utilise ces commandes SQL, mais vous voyez, c'est très simple. Je dis simplement que le warehouse, je veux le faire augmenter de taille à large, cette taille de t-shirt. Et là, je vais réexécuter cette commande copy, cette fois-ci sur l'ensemble des années. Donc, au lieu d'attendre 60 secondes le temps que toutes ces données chargent dans ma base, donc, cette fois-ci, ça va être seulement, on va voir combien de secondes j'aurai besoin pour charger toutes ces données. Pour comprendre combien de lignes ont été chargées, donc là, on voit qu'en 20 secondes, j'aurais chargé toutes ces données-là, mais combien de lignes, finalement, est-ce que ça représente Eh bien, ça représente 95 millions de lignes, donc de trajets, de données structurées, que j'aurais chargées en seulement 20 secondes. Donc là, encore une fois, on voit que cette élasticité verticale, ça se traduit en une performance, justement une performance améliorée sur ce chargement. Et puis, pas besoin de payer, puisqu'on paye à l'usage à la microseconde sur l'utilisation de ces warehouses. Pas besoin de payer pour un warehouse de taille L, c'est-à-dire avec un coût en crédit ici, donc un coût plus important qu'une taille S quand on ne l'utilise plus, parce que maintenant qu'on a chargé les données, bon, on n'a plus besoin d'avoir une telle puissance de calcul. Eh bien, je vais pouvoir réduire mon warehouse, ici en taille, instantanément, et donc réduire les coûts associés. Donc, comme vous voyez, on va afficher quelques-uns des exemples qu'on a chargés justement dans cette base. Il s'agit bien donc de données sur ces trajets, avec des informations sur les stations de départ, les stations d'arrivée et le programme associé. Notamment donc les clés des bases des tables liées. Donc, un point qui est important de savoir, c'est que ces informations, une fois qu'elles sont chargées, on peut directement les query. Donc, par exemple, ici, on va chercher à s'intéresser avec cette query ici au nombre de trajets, à la durée moyenne en temps et en kilomètres de chacun des trajets qui ont été effectués pour chacune des heures à travers ces 6 dernières années. Donc, cette requête qui peut paraître assez complexe, eh bien ici, elle a été effectuée donc, à travers ces 90 millions de lignes en seulement 1,5 secondes. Donc, c'est vraiment un moteur SQL qui peut être utilisé et qui est extrêmement puissant. De la même façon, on peut faire des jointures entre différentes tables, et ceci tout en gardant cette performance. Donc là, en seulement 1,3 secondes, j'aurais cherché à afficher l'ensemble des trajets, mais aussi les coordonnées géographiques des stations associées à ces trajets. Donc, qui étaient en fait finalement dans les tables stations, dans la table station. Et j'aurais aussi voulu afficher le nom de l'abonnement associé à chacun de ces trajets. Donc, c'est cette fois-ci qui figurait dans la table programmes, donc la table abonnement. Donc, ces jointures-là, encore une fois, à travers ces 90 millions de trips, mais aussi c'était quelques milliers d'abonnements et stations, a été effectuée seulement en 1,33 secondes. Donc maintenant qu'en tant qu'administrateur de données, j'ai vérifié que les données étaient de qualité, et donc là, ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'ai créé une vue en faisant ce select-là. Maintenant que j'ai créé cette vue consolidée entre les informations sur les trajets, les stations, eh bien, ces données concrètement, elles peuvent être utilisées maintenant dans l'analyse. Donc, on va se mettre maintenant dans la peau de Jane ou de notre analyste qui, elle, n'écrit pas d'SQL, mais sait utiliser un outil de BI. Donc, dans le cadre de cette démonstration, je vais vous montrer comment cette analyse peut être effectuée avec Tableau, qui fait partie des outils justement avec lesquels on peut s'intégrer facilement. Donc, Jane, pour se connecter à son dashboard, elle utilise simplement son username et son password. Ensuite, son environnement pointe vers, ici, mon environnement de démo Snowflake. Et là, ce que veut dire ce petit executing query, ces petites pop-up, c'est qu'en fait, Tableau va directement
aller effectuer des requêtes SQL dans Snowflake pour pouvoir populer ce tableau. Donc, on n'utilise pas des données qui ont été batchées et poussées vers ce système, ni même des données stockées sur le système en lui-même, comme c'est possible dans certains outils de BI. Mais ici, on vient directement chercher les données dans Snowflake, et ce qui, donc d'un point de vue projet, enfin business, permet d'offrir les données les plus fraîches possibles et de façon instantanée. Donc, ce que va pouvoir faire Jane, c'est par exemple naviguer dans le système pour essayer de comprendre pourquoi dans une station en particulier, il y a plus de trajets que d'autres. Et vous voyez que quand je clique sur une station ici, et bien en fait, encore une fois, de nouveau, on requête dans Snowflake en direct. Et on peut le voir ici d'ailleurs, la performance des différentes queries qui va être affichée au fur et à mesure. Donc, voilà, Jane effectue son analyse. Elle va voir, notamment dans le cas de ces analyses ici, en fait, qu'il y a une certaine saisonnalité dans l'usage. Donc là, on voit le nombre de trajets à travers les années. Donc, il y a des pics chaque année, et puis il y a des pics hauts et des pics bas. Elle se demande peut-être que la météo aurait une influence dans cette saisonnalité. Et donc, elle va demander à son administrateur John, est-ce que tu n'aurais pas par hasard des données météo à croiser avec mes données de trajet afin que je puisse vérifier cette intuition que j'ai sur cette saisonnalité? Parce que si ce n'était pas le cas, il y aurait peut-être finalement un problème au niveau de ces vélos-là, spécifique à certaines parties de l'année. Donc, c'est là où on va se mettre dans la peau de John, qui va vouloir charger les données semi-structurées de météo dans la plateforme pour répondre aux besoins de cet analyste. Et pour faire ça, il va aussi préparer, justement, utiliser un environnement de développement pour s'assurer que les données sont de qualité et sont utilisables et sont recoupées. Il peut les recouper aux données des trajets avant de les mettre à disposition de notre analyste. Ce qu'on va mettre en lumière de Snowflake ici, c'est l'ingestion native de données semi-structurées, la gestion des environnements sans copie, notamment via le clonage, et donc l'isolation des workloads avec l'utilisation d'un autre data warehouse que Virtual Data Warehouse qu'on avait effectué avant. Donc de retour dans notre interface utilisateur Snowflake. Ici, donc toujours dans le rôle de John, on va, conformément aux bonnes pratiques de DevOps, on va vouloir utiliser un environnement de développement pour pouvoir charger ces données et les joindre aux données des trajets, plutôt que de tout être effectué en prod et risquer d'affecter la performance d'accès et les données qui y sont situées. Donc, plutôt que d'effectuer des nombreux backups et des opérations qui peuvent être coûteuses en stockage, mais aussi en temps et relativement techniques, ici, on utilise simplement un clone. Donc, on va créer une nouvelle base de données qui s'appelle CityBikeDev et qui est un clone de notre CityBike. Donc, encore une fois, une opération extrêmement rapide, même sur, encore une fois, ce cluster de calcul de taille modeste. On va aussi utiliser un nouveau warehouse parce qu'en fait, on a envie, dans ces opérations qu'on va faire sur ces données semi-structurées, de ne pas influencer le chargement de données structurées qui peut être effectué en parallèle. Donc, on utilise ici l'isolation des workloads de Snowflake en créant ce nouveau warehouse qu'on va appeler Dev Warehouse, qui va avoir une taille médium et qui va s'arrêter tout seul après 300 millisecondes. 300 secondes. Donc, ces données de météo, elles sont stockées de la même façon sur un S3 de Amazon. Comme vous voyez ici, il s'agit bien de données semi-structurées avec toute la complexité qui est associée, donc les arrays, les tableaux nestés les uns dans les autres, comme vous pouvez le voir ici. Pour pouvoir ingérer ces données semi-structurées, eh bien, ici, vous n'avez pas besoin d'effectuer de transformation. On va simplement utiliser un format propriétaire de données qui s'appelle données variantes chez Snowflake. On va créer une table avec ce format-là. On va donc utiliser cette élasticité verticale
de ce warehouse en augmentant sa taille à X large, parce que ici, on va vouloir charger 110 millions de lignes de données semi-structurées. Donc, ça va être disons, un calcul assez complexe, donc qui va nécessiter beaucoup de puissance. Donc, on va pouvoir utiliser cette puissance de façon instantanée ici. Donc ça, c'était utile de façon pour John, de façon à ce qu'il n'ait pas à attendre le provisionnement de cette puissance de calcul pour effectuer ce chargement. On va utiliser de nouveau cette copy into, cette même fonction extrêmement simple, mais ici qui va permettre d'ingérer des données semi-structurées, donc plus complexes, et de façon native dans la plateforme. Donc pendant que ces données chargent, un point que je voudrais partager avec vous, c'est l'history. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans Tableau, quand à chaque fois qu'on cliquait sur une partie du dashboard, ça crée une requête SQL. Nos clients apprécient pouvoir revoir l'ensemble des requêtes qui ont été effectuées pour pouvoir tout simplement faire du monitoring, comprendre la durée de chacune de ces requêtes, pouvoir, en creusant une requête en particulier, pouvoir comprendre quel était le code qui a été exécuté, mais aussi pouvoir revoir les données qui ont été utilisées, le profil de la requête, et chercher toujours à peut-être optimiser cela, si le système ne l'a pas déjà fait à son maximum. Et donc, cet outil d'history, il va permettre notamment de comprendre pourquoi une requête aura pris ici 56 secondes plutôt que 10. Donc là, ce qui est remarquable, c'est qu'on aura chargé 110 millions de lignes de données semi-structurées, donc complexes, dans Snowflake, sans avoir à effectuer n'importe quelques transformations ou, disons, paramétrage en amont, en seulement moins d'une minute. Encore une fois, on va réduire la taille du Virtual Warehouse parce que maintenant que c'est effectué, on n'a plus besoin d'avoir autant de puissance de calcul. Et comme vous pouvez le voir, on a bien chargé 110 millions de lignes de données semi-structurées et qui sont stockées nativement, donc dans leur format brut dans Snowflake. Voilà. Pas besoin de les manipuler pour qu'elles soient stockées finalement dans le format, dans les tables de cette Cloud Data Platform. Plus que les charger, on peut aussi maintenant manipuler les données. On a justement ce langage SQL que vous pouvez utiliser dans Snowflake. Donc, il est au passage NC Compliant 99 et 2003, pour ne citer que eux, et permet aussi donc de query directement, de requêter directement ces données semi-structurées qui y sont stockées. Donc là, entre autres, on cherchait à comprendre quel était les fichiers associés à la ville de New York et dont les conditions étaient la neige. Donc c'est très facile de requêter directement ces données. On peut aussi faire des analyses un peu plus complexes. Donc, par exemple ici, à travers, encore une fois, ces 110 millions de fichiers semi-structurés, on aura cherché à afficher le nombre d'occurrences des parties de météo pour certaines villes des États-Unis. Donc peut-être que ici notre administrateur voulait comprendre dans quelle ville des États-Unis il faisait bon de vivre. Et donc cette requête lui permet de savoir que si lui, son truc c'est les nuages, eh bien peut-être qu'il faudra aller vivre à New York City. Ou alors s'il préfère les villes enneigées, eh bien de la même façon New York City c'était peut-être un bon choix. Voilà. Donc, maintenant que John a vérifié en faisant ces analyses-là que les données sont propres, qu'elles sont utilisables, eh bien, il va vouloir les cloner et les renvoyer sur son environnement de production. Encore une fois, il va utiliser cette fonction unique qui est le clone. Donc, on va créer cette table weather, donc météo, dans notre base de données de production, qui va simplement être un clone de celle qu'on vient de manipuler dans notre environnement de dev. Donc, on va faire notre migration, notre mise en production, concrètement, en une requête instantanée. Et puis, cette base de données de développement et ce warehouse de développement qu'on avait en parallèle, et bien maintenant qu'on n'en a plus besoin, on peut s'en séparer, encore une fois, sans avoir à effectuer quelconque opération de management d'infrastructure, simplement en utilisant ces requêtes SQL. Donc maintenant, pour répondre à ce besoin business qui est de croiser les informations de météo
aux informations de ces trajets, eh bien, on va pouvoir créer, enfin, John ici va vouloir créer une vue qui, à partir de ces données-là, donc combiner toutes ces informations. Concrètement, ce qu'il va faire c'est croiser ces données. Donc, il va afficher pour chacun des trajets, on peut le voir ici, il va afficher les trajets, mais aussi les coordonnées donc, de ces stations initiales et stations d'arrivée et de départ. Donc ça, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'abonnement. Mais en plus, il aura ajouté dans cette vue les données de météo qu'on a vu à l'instant, qui sont la température, en degrés et en Fahrenheit d'ailleurs, pour plaire aussi bien à ceux qui préfèrent ces deux métriques, ainsi que le vent pour chacun de ces trajets. Donc là, on a combiné ces 90 millions de trajets et ces 110 millions de records de météo en seulement 5 secondes au sein d'une vue. Et donc d'ailleurs, cette création de vue, elle illustre aussi le fait que notre système permet d'accommoder des fonctions complexes d'SQL, par exemple d'utilisation d'une fonction dans la fonction ou d'expression au sein de ces fonctions. Donc maintenant, on va se mettre de nouveau dans la peau de Jane, qui, contente d'avoir ces données de météo, va vouloir en tirer parti. Donc, elle sait aussi que maintenant qu'elle manipule plus de données, elle aura peut-être besoin d'un peu plus de puissance de calcul pour pouvoir en tirer parti facilement et, disons, rapidement. Donc, elle va pouvoir directement, depuis son outil de BI, sélectionner un autre warehouse d'une taille supérieure qui va lui donner donc une performance augmentée. Elle va aussi tirer parti de cette nouvelle vue que John vient de lui créer en écrasant la vue précédente. Et donc, quand elle va accéder de nouveau à son dashboard, encore une fois, elle aura fait juste un clic et glisser. Son dashboard là, il va, comme vous le voyez là, venir requêter la base Snowflake en direct et être alimenté donc avec les nouvelles données. Donc, Jane va pouvoir se rendre dans toujours ce même diagramme qui a éveillé son intuition et bénéficier de ces nouvelles informations de température pour les croiser aux données sur les trajets. Encore une fois, elle fait ça en utilisant les données, disons, sur demande. Elle va vouloir chercher la température moyenne, parce que la somme des températures, ça ne va pas beaucoup l'aider dans son analyse. Et instantanément, en seulement voilà, quelques clics, Jane confirme donc son intuition. Les pics hauts et bas de trajet correspondent bien aux pics de température. Donc là, quand la température est au plus bas, eh bien, le nombre de trajets aussi, et inversement. Donc là, finalement, on vient d'illustrer à travers cet exemple des projets d'analyse de données qui sont possibles de façon efficace et rapide grâce justement à la Cloud Data Platform. Donc ça vient faire écho à beaucoup de clients qui par le passé nous ont dit que l'équipe data devait freiner les cas de fer à chaque fois qu'un nouveau projet a été lancé. Donc ici, par exemple, d'analyse de données et d'ingestion de données semi-structurées. Tandis que là, justement, répondre à ce point business n'a jamais été aussi facile. Donc, je vais marquer une petite pause ici et en profiter pour répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à aussi interagir par la voix, si vous voulez, que je réponde directement à vos questions. J'aurais peut-être une petite question. Ce serait, alors tu expliquais que tu vous basiez sur différents cloud providers. Est-ce qu'il y a des différences en termes de fonctionnalité et de performance entre les différents providers ou c'est assez homogène? Alors, globalement, c'est assez homogène. Ce qui diffère, c'est que il y a certaines fonctionnalités qui sont mises à disposition. Enfin, disons, historiquement, on a commencé à travailler avec AWS. Ensuite, on a ajouté Azure et plus récemment GCP, donc Google. Donc, il y a certaines fonctionnalités, par exemple, qui aujourd'hui viennent d'être mises à disposition sur Google, alors qu'elles ont été historiquement sur AWS. Voilà.
Mais l'objectif pour tous ces cloud providers, c'est de fournir un service qui est le même. La réalité, c'est que on voit du fait de notre plus récent partnership, par exemple avec GCP, certaines des fonctionnalités sont en train d'être mises en production pour rattraper l'avance qu'on a pu prendre avec les deux autres. Ok, merci. Bon, bah, pas plus de questions pour l'instant. Je traduis que ça devait peut-être être clair, peut-être pas, mais en tout cas, je vous invite à aller sur notre site internet. On a aussi un grand nombre d'informations qui sont partagées sur des vidéos YouTube. Vous pouvez accéder gratuitement à la plateforme en demandant votre essai depuis notre site. Et puis l'équipe Sphère, qui est notre partenaire, pour aussi répondre à vos questions dans le cadre de son utilisation pratique et son placement dans l'écosystème d'un de vos clients, par exemple, ou de votre entreprise. Voilà. Sur ce, je voudrais vous remercier d'être venu en nombre aujourd'hui et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Hugo, c'était très très bien. Merci beaucoup. Super.